Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue pour notre Focus Live sur le thème de la fin de vie et des soins palliatifs. Alors, je me présente, moi c'est Floriane. Je fais partie donc de l'équipe qui porte l'émission de la plateforme de soins palliatifs au sein de Brusano. Alors, un petit point technique pour commencer. Vous avez donc un petit Q et R en bas de votre écran qui indique l'espace où vous allez pouvoir tout au long de ce webinaire poser vos questions et réponses. Nous n'y répondrons évidemment pas pendant la présentation de nos collègues, mais dans un temps dédié pour cela, donc pour la deuxième demi-heure que nous passerons ensemble. Pour le choix des langues, eh bien, pour les francophones, vous n'avez rien de particulier à faire. Vous êtes d'office sur le canal français. Mais pour les néerlandophones qui nous écoutent, il suffit de cliquer sur le petit globe interprétation et de choisir le canal Dutch. Alors, un tout petit mot pour commencer de la structure Brusano. Donc, Brusano est une ASBL bruxelloise qui est encore assez récente puisqu'elle date de 2018. Le financement est public exclusivement et je dirais qu'on a trois principales grandes missions au sein de cette ASBL. La première, puisque c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est d'assurer donc ces missions de plateforme de soins palliatifs. Une deuxième mission qui correspond à la coordination et la mise en place, mais là la mise en place elle est effective, donc des 5 bassins d'aide et de soins sur Bruxelles. Et enfin une mission en général d'appui et de coordination à l'ambulatoire. Ce focus, eh bien, comme les autres focus, nous allons voir, celui-là n'est pas le seul. Son objectif, bah, c'est de contribuer au global à la lisibilité hein, de l'organisation sociale santé et donc de toute l'offre qui existe sur le terrain bruxellois. Dans son contenu, bah, donc, il y a là, cette fameuse offre qui est détaillée, les dispositifs, les services, les aides et remboursements et les démarches qui y sont associées. Et elle se trouve sous quelle forme? Et ben, ce focus, il se trouve tant sous forme de brochure d'information, donc en format papier disponible dans nos locaux, et un format évidemment en ligne, associé à un répertoire, où là on retrouve toutes les ressources spécifiques liées à ce focus. Et puis, une fois par an, nous organisons le webinaire qui a lieu donc aujourd'hui, ce qu'on appelle notre Focus Live. Alors voilà, comme je vous disais, hein, le focus lié à la fin de vie et les soins palliatifs n'est pas l'unique focus qui est produit au sein de Brusano. Là, vous avez un petit aperçu d'autres focus qui existent, comme celui de soutien à domicile pour les personnes de 60 ans et plus, le diabète, les offres, l'offre de soutien en santé mentale, les ressources pour une vie à domicile, par exemple. Alors, un petit mot du contenu de la présentation. Aujourd'hui, mais en fait, on va suivre plus ou moins le fil évidemment du focus dans sa version papier. Donc une première partie qui concerne la question de la préparation de la fin de vie, hein, de l'anticipation. Puis on rentre un peu plus dans le détail de ce que sont les soins palliatifs, dans leur définition et avec toutes les aides et démarches associées. Puis un paragraphe qui concerne plus spécifiquement l'euthanasie. Et enfin, une partie sur les aidants proches, puis pour finir, une partie toute nouvelle sur le deuil. Alors, avant donc de commencer, moi je vais laisser la parole maintenant à mon collègue Nicolas qui va donc vous présenter ce fameux focus dans le plan suivant le plan que je viens de vous décrire. Moi, je vous retrouve au moment des questions-réponses. Nous aurons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous une invitée experte qui est Céline Duhoux, qui est infirmière coordinatrice pour Aremis, qui est un service d'hospitalisation à domicile. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Merci Floriane pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, je vais maintenant vous présenter le contenu de ce focus en commençant par la partie préparer sa fin de vie. Donc, en fin de vie, tout un tas de réflexions, d'émotions, de craintes peuvent émerger dans la fin de vie d'une personne, chez la personne malade, mais aussi chez les proches. Et par exemple, la crainte que les dernières volontés ne soient pas respectées,
peur de faire peser des décisions sur les proches dans un moment important ou potentiellement recevoir des soins ou des traitements que l'on n'a pas choisis. Et donc, préparer sa fin de vie, penser plutôt à plus tard, est un processus de réflexion et de concertation qui est idéalement le fruit de réflexion entre la personne, son entourage ainsi que les professionnels qui l'accompagnent. L'idée est de déterminer un projet de soins actuel et futur en tenant compte de nos valeurs et de nos priorités. Et c'est un processus qui se veut dynamique et continu. Pour vous donner un exemple d'outil qui permet d'engager la conversation par rapport à ces thématiques importantes, vous avez l'outil À vrai dire qui a été réalisé par la plateforme des soins palliatifs de Namur, donc Pallianam, et vous retrouverez un QR code qui permet d'avoir accès à l'outil. Pour rappel, dans le Focus, vous retrouverez tout un tas de QR codes qui vous donneront accès aux outils que nous allons aborder. Alors, pensez plutôt à plus tard. Ça se fait aussi grâce aux déclarations anticipées. Donc, elles sont au nombre de 5. Il y a la déclaration anticipée négative, donc relative au refus de soins. La déclaration anticipée relative à l'euthanasie, la déclaration relative au mode de sépulture ou au rite funéraire, celle relative au don d'organes et celle relative au don du corps à la science. L'idée, c'est pas de redétailler toutes les déclarations anticipées que vous voyez ici à l'écran. Elles se trouvent en détail dans la brochure, dans le focus. Mais à titre d'exemple, celle, par exemple, relative à l'euthanasie s'applique dans le cas où je me retrouverais dans un état d'inconscience irréversible et que je ne peux plus communiquer mes choix. C'est une déclaration qui est à remplir à l'avance, donc je rappelle que c'est une démarche anticipée, proactive et révocable. Pour cette déclaration en particulier, deux témoins sont désignés et remplissent la déclaration avec la personne qui le souhaite. Parmi les témoins, il doit y en avoir au moins un qui n'a aucun intérêt avec le décès de la personne. Et le fait de désigner une personne de confiance peut être également réalisé, mais ça reste facultatif. Donc ça, c'est à titre d'exemple par rapport à la déclaration relative à l'euthanasie. Alors ces déclarations, vous pouvez les retrouver notamment à travers différents outils, dans différents outils tels que le PSPA, donc qui est une initiative de la SBL Pallium. Et donc le PSPA, ce sont les projets de soins personnalisés et anticipés. Vous retrouvez dedans une partie avec un récit de vie de la personne, ainsi que les différentes déclarations anticipées. Une version simplifiée, résumée du PSPA a été réalisée. Donc, il s'agit du PAVS, le projet anticipé de vie et de soins, qui est une initiative de Hold My Hand. Vous avez également la brochure de Life Plan, qui est une version néerlandophone. Vous pouvez également retrouver tout un tas d'informations par rapport à la personne, ainsi que les déclarations anticipées et les projets de soins, ainsi que un lien vers le Palliative Network Omega qui reprend des outils intéressants pour pouvoir également aborder ces questions de fin de vie, et aussi une brochure qui permet d'aborder ces questions avec des personnes qui sont cognitivement fragilisées. Pour rappel, au niveau du paysage bruxellois, au niveau des soins palliatifs, donc pour les professionnels, il y a des plateformes d'appui pour les professionnels, le Forum Palliatif Zorg ainsi que Bruxano, plateforme de soins palliatifs bruxelloise. Et il y a également la FBSP, qui est donc la Fédération bruxelloise des soins palliatifs. Pour l'organisation des soins palliatifs à Bruxelles, nous avons repris ici les différentes structures et lieux qui peuvent accueillir des patients, notamment au domicile et dans les habitations collectives, les hôpitaux et différentes structures d'accueil. Par habitation collective, nous entendons donc les maisons de repos et de soins, les maisons de soins psychiatriques, ainsi que les hébergements pour personnes en situation de handicap. Au niveau du domicile et des habitations collectives, il y a une intervention des équipes de deuxième ligne et les équipes de liaison pédiatrique. Pour les citer, donc Continuing Care, Globulome, Interface, Interface pédiatrique, Omega, Semiramis, et une nouveauté dans le paysage bruxellois, une équipe de liaison pédiatrique, Comfort Kids, qui est rattachée à l'UZ.
Au niveau du milieu hospitalier, il existe donc des unités spécialisées en soins palliatifs. On a repris les différents hôpitaux qui possèdent une unité spécialisée en soins palliatifs et tous les hôpitaux sont munis d'équipes mobiles en soins palliatifs. On reviendra là-dessus ultérieurement. Au niveau des structures d'accueil, nous avons donc la Cité Sérine, Passage, Topaz et la Villa Indigo. Pour préciser un petit peu ici ces différentes structures, la Cité Sérine, donc, c'est du middle care, c'est une solution alternative entre le milieu hospitalier et le domicile. Il s'agit donc d'un hébergement thérapeutique, un lieu de vie et de soins curatifs ou palliatifs qui se trouve à Scarbeck. Il y a Passage, qui est une maison de naissance et de mourance qui se situe dans un habitat intergénérationnel groupé et qui se situe à Forêt. Le centre de jour Topaz, qui accueille des patients malades tous les jours ouvrables, qui se trouve à OML, et la Villa Indigo, qui est donc un centre, une maison d'accueil pour des courts séjours de répit à destination des enfants qui sont atteints de maladies, et ce qui se trouve à Evere. Pour reprendre la définition des soins palliatifs, donc définie comme telle dans la loi de 2002 et modifiée en 2016, les soins palliatifs, c'est l'ensemble des soins multidisciplinaires et de confort pour un patient qui se trouve à un stade avancé ou terminal d'une maladie grave et évolutive, mettant en péril son pronostic vital, quelle que soit l'espérance de vie, qui est en souffrance globale, et ces soins multidisciplinaires visent à améliorer la qualité de vie de la personne malade, du patient, mais également de ses aidants proches, sur des dimensions diverses telles que physique, psychique, sociale, existentielle, spirituelle, et ce, où qu'il se trouve, où qu'il soit. Un outil indispensable dans l'identification d'un patient en soins palliatifs à un stade plus précoce de sa maladie est le PICT. Pour rappel, le PICT n'est pas l'échelle de référence pour les conditions d'accès aux aides et aux remboursements liés aux soins palliatifs, mais il reste un outil indispensable pour identifier un patient en soins palliatifs. Si le PICT est positif, alors l'Advanced Care Planning, l'ACP, est d'actualité. Ici, nous avons repris le PICT. Donc, on voit que c'est un outil en arborescence. On a une première question qui est ce qu'on appelle la question surprise. Seriez-vous surpris si votre patient venait à décéder dans les 6 à 12 prochains mois? Si le médecin est surpris de ce potentiel décès, le patient n'est pas identifié comme patient palliatif. Si la réponse est non, alors on peut passer à la suite de l'échelle. Et donc, on répond à des indicateurs de fragilité et d'incurabilité, et ce pour affiner le diagnostic et surtout envisager plus concrètement l'Advanced Care Planning et donc le projet de soins et de traitement. Alors, l'Advanced Care Planning, donc l'ACP, il existe un code de nomenclature pour la réalisation de cet Advanced Care Planning. Donc, c'est un code de nomenclature qui donne accès à un montant de 110 € et 29 cents, donc qui a été indexé ici en 2026, pour le médecin généraliste qui gère le dossier médical global. Ce montant inclut donc l'évaluation du niveau palliatif du patient, l'entretien et la rédaction de cet Advanced Care Planning, les discussions multidisciplinaires autour du patient et l'enregistrement et le partage des données. Concrètement, quelles sont les aides pratiques que l'on peut recevoir à domicile? Donc, le statut palliatif, donc il y a un formulaire à remplir par le médecin généraliste, donc c'est l'annexe 1 que vous retrouverez également dans le focus, qui est envoyé au médecin conseil et qui permet l'ouverture de droits pour la personne qui bénéficie de ce statut, et qui ouvre donc des aides qualitatives et financières. On n'a pas repris ici dans le détail toutes les conditions d'accès que vous retrouverez dans le focus, mais si ces conditions d'accès sont remplies, la personne se voit octroyer donc un forfait, une allocation de 850 € et 51 cents, indexée au 1er janvier 2026, et cette allocation est renouvelable une fois. Le statut palliatif permet également d'avoir accès à la suppression du ticket modérateur pour les visites du médecin, pour les soins infirmiers, ainsi que pour l'accompagnement en kinésithérapie,
À savoir qu'un code de nomenclature existe, deux codes de nomenclature, pardon, existent pour les kinésithérapeutes si deux séances sont nécessaires dans la même journée. Le patient peut également bénéficier de remboursement au niveau de l'oxygénothérapie. Comme je l'ai présenté tout à l'heure, d'autres structures d'accueil alternatives au domicile existent, des centres de jour, du middle care, des structures de répit et d'autres hébergements. Pour rappel, chaque structure fonctionne selon ses propres règles et a donc ses propres conditions d'admission. Tout à l'heure, j'ai évoqué les habitations collectives. Donc, pour rappel, ce sont les maisons de repos et de soins, les maisons de soins psychiatriques et les hébergements pour personnes en situation de handicap. Le processus reste le même. Le médecin généraliste envoie un formulaire au médecin conseil de la mutuelle et on a listé ici les aides et remboursements, donc également une suppression du ticket modérateur pour le médecin généraliste, pour la visite du médecin généraliste, l'accès à l'oxygénothérapie et ici on voit la kinésithérapie. Il n'y a pas de remboursement spécifique, ça dépend du type d'habitation. Donc tout ça, vous retrouverez dans le focus. Mais donc, il y a donc certaines institutions où ces soins sont compris dans le prix journalier. J'en ai parlé également tout à l'heure. Les équipes de deuxième ligne, donc pour les reciter, Continuing Care, Interface, Omega et Semiramis, sont composées, donc ce sont des équipes multidisciplinaires composées de médecins, infirmiers, infirmières, psychologues pour certaines équipes et assistants sociaux. Leur rôle est d'évaluer la situation du patient, d'assurer la coordination des soins et un accompagnement pour les soignants déjà présents auprès du patient. Donc, ce sont des équipes qui ne se substituent pas aux équipes déjà en place, mais qui viennent accompagner les patients ainsi que les proches et qui peuvent également assurer le suivi du deuil. Ces équipes peuvent faire appel aux psychologues de Brusano. Donc, à la plateforme des soins palliatifs, nous sommes quatre psychologues qui pouvons également assurer le suivi psychologique des patients et également des proches. Je les ai évoqués tout à l'heure. Donc, il existe des unités spécialisées en soins palliatifs à Bruxelles qui sont également composées d'une équipe multidisciplinaire et il y a environ une soixantaine de lits disponibles à Bruxelles. Pour les hôpitaux qui n'ont pas d'USP, il existe des équipes mobiles hospitalières de soins, donc qui sont également composées d'une équipe multidisciplinaire dont le rôle est transversal et de seconde ligne. Ces équipes sont sollicitées par le médecin de salle, proposent des évaluations et des propositions spécialisées concernant notamment la gestion de symptômes réfractaires, des questions éthiques. Elles ont également un rôle de formation et ont comme mission de développer la culture palliative au sein de leurs institutions. Alors, on l'a évoqué également tout à l'heure, en parallèle du focus, vous retrouverez un répertoire avec tous les services spécialisés en matière de soins palliatifs présents sur la région bruxelloise. Ce fichier, vous le retrouverez en PDF sur le site internet de Bruxano et vous le recevrez ainsi que le focus toutes et tous par mail à l'issue de ce webinaire. Vous retrouverez dans ce répertoire toutes les organisations sur le paysage bruxellois, les adresses, leur numéro de téléphone, ainsi que des adresses mail de contact. Alors nous passons à présent à la thématique de l'euthanasie. Donc pour rappel, c'est un acte pratiqué par un tiers, toujours un médecin, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci et ce, promulgué dans la loi de 2002. Il existe deux possibilités. J'ai un petit peu évoqué la première possibilité tout à l'heure, donc la possibilité d'une déclaration anticipée relative à l'euthanasie, qui s'applique dans le cas où la personne est inconsciente de façon irréversible selon l'état actuel de la science et qui ne peut plus réaliser la demande. Le deuxième cas, c'est donc la demande d'euthanasie actuelle, et c'est un cas qui s'applique si la personne est consciente et remplit les conditions de la loi que nous allons parcourir. Si la demande est donc actuelle, donc les critères, c'est que la personne soit majeure, qu'il y a des conditions supplémentaires pour les mineurs,
La personne doit souffrir d'une affection grave et incurable. Elle doit être capable et consciente au moment de la demande. La personne doit être en souffrance physique et ou psychologique, une souffrance qui est inapaisable, insupportable et constante. La demande est volontaire, réfléchie, répétée et sans pression extérieure. Elle se fait de manière écrite et est ajoutée au dossier médical du patient. Le rôle du médecin par rapport à la demande d'euthanasie, c'est d'informer le patient de son état de santé ainsi que de son espérance de vie, d'informer de toutes les possibilités de soins, dont les soins palliatifs. Il doit s'assurer de la persistance de la demande, donc le caractère répété de cette demande, informer l'équipe soignante ainsi que les proches désignés. Dans le cas des euthanasies, un deuxième avis médical est demandé pour s'assurer de l'incurabilité et de la souffrance. Il existe deux cas de figure différents. Dans un premier cas, c'est l'avis d'un autre médecin spécialiste de la pathologie, et dans des cas bien spécifiques, deux médecins doivent être consultés. Une nouveauté par rapport à l'euthanasie, donc il existe des honoraires donc qui s'élèvent à un montant de 180 euros et 24 cents pour les médecins qui pratiquent l'euthanasie. Donc cette prestation couvre le coût du matériel, à l'exception des médicaments, et la condition c'est que le médecin pratique l'euthanasie, réalise la constatation du décès et établisse l'acte de décès. Pour rappel, il existe déjà des honoraires pour avis médical dans le cadre d'une demande d'euthanasie. Donc c'est une indemnité qui est versée via le consortium LAIF, et donc seuls les médecins qui sont agréés à ce consortium ont droit à l'indemnité. Pour plus d'informations par rapport à cet honoraire pour avis médical, je vous renvoie vers le site de LAIF EOL. Alors pour les aidants proches, une reconnaissance officielle du statut d'aidant proche est possible. Donc il est possible d'avoir un congé aidant proche ou également des aides sous forme de congé thématique ou créditant avec motif, donc interruption de carrière liée au statut d'aidant proche ou interruption de carrière liée aux soins apportés à un proche atteint d'une maladie grave et ou en soins palliatifs. Vous retrouverez à nouveau toutes les informations complètes dans le focus, mais nous vous renvoyons également vers les fiches informatives de l'ONEM à ce sujet. Outre les congés aidants proches et congés thématiques, il existe d'autres types d'aides et de soutien pour les aidants proches sous diverses formes, par exemple des groupes de soutien, des activités, ainsi que des temps de répit qui sont permis par des professionnels relais ou des institutions et également un soutien à retrouver auprès des équipes médico-psychosociales qui suivent la personne malade et qui peuvent aussi donc soutenir les proches. On parle des équipes de première ligne à domicile, les services hospitaliers, ainsi que les équipes de deuxième ligne. Pour rappel, ces équipes peuvent faire appel aux psychologues de Brusano pour l'accompagnement psychologique des patients ainsi que de leurs proches. Alors, nous avons remis ici des ressources spécifiques, notamment aidantproche.brussels, réseausam.be, docaidant.be et jeuneaidantproche.be. La toute nouvelle thématique de ce focus, c'est donc la mort et le deuil. La mort et le deuil, c'est une expérience singulière, unique, qui nécessite une approche globale et bienveillante pour la personne malade qui vit parfois des deuils avant son décès, ainsi que ses proches. Mais aussi les professionnels qui entourent des situations de fin de vie et qui vivent le décès de leurs patients presque au quotidien. Donc, le rôle des professionnels, c'est évidemment d'accompagner les proches, la personne malade, mais aussi les autres professionnels, de répondre au mieux à leurs besoins concernant ces situations émotionnelles intenses. Le soutien pour les proches, donc on en a parlé, ce sont les équipes soignantes du social santé de manière générale qui accompagnent les patients et les proches tout au long de la maladie. Ce sont également les équipes de soins palliatifs spécialisées. Il y a des professionnels au sein des différentes institutions et hôpitaux qui sont également à même de répondre
à l'accompagnement et au soutien des proches endeuillés. Et évidemment, l'entourage de ces personnes est aussi également très importante. Ici, on ne va pas redétailler toutes les démarches essentielles qui sont réalisées au moment du décès, mais donc nous avons repris ici le rôle des différents intervenants à ce moment-là, donc du médecin, de la commune, des pompes funèbres, de la notaire, et ainsi que des mutuelles et des assurances. Après le décès, donc accompagner ce processus de deuil. Donc pour les proches, on se rend compte qu'il y a souvent de nombreuses démarches administratives. Il y a une certaine lourdeur administrative qu'il est nécessaire de prendre en compte, qui laisse parfois peu place à l'expression émotionnelle. Il peut aussi y avoir un sentiment de vide à la suite de la perte d'un être cher, évidemment de par le deuil de cette personne, mais également parce que pendant toute la maladie, tout un tas de professionnels se sont occupés de la personne et étaient présents à ce moment-là. Et puis, une fois que la personne est partie, il y a un petit peu moins de présence autour des proches. Et donc, nous rappelons l'importance de soutenir ces personnes grâce à des groupes de parole et des accompagnements psychologiques. Il y a des groupes de parole organisés dans la région bruxelloise en fonction du lieu où vous vous trouvez. Et pour les professionnels qui, on le rappelle, sont également concernés par le deuil et qui ont besoin évidemment de soutien, il existe différents types de soutien, à savoir des intervisions au sein même des équipes qui rencontrent des situations de fin de vie, mais également des supervisions, notamment réalisées avec des psychologues. Des espaces d'échange doivent être proposés aux professionnels, des groupes de parole. Et nous rappelons hein, également que se former par rapport à ces questions et cette thématique de la fin de vie, de la mort et du deuil est important pour les différentes équipes, pour les différents professionnels. Et donc l'objectif de tout ça est évidemment de rappeler que l'accompagnement est global, respectueux et soutenant par rapport à toutes les personnes qui accompagnent une personne malade. Pour conclure, donc vous retrouverez tout un tas d'outils sur le site de Brusano, notamment donc le focus que nous vous présentons ici maintenant, qui est disponible en PDF sur le site de Brusano, ainsi que le répertoire des ressources, le Kairos qui va bientôt paraître sous une nouvelle forme, et nous vous rappelons l'existence des lignes d'appel du helpdesk en fonction des différents bassins dans lesquels vous vous trouvez. Si vous avez un retour à faire, un ajout, un commentaire par rapport à ce focus, n'hésitez pas évidemment à nous l'envoyer sur l'adresse que vous retrouvez ci-dessous, helpdesk@brussano en Brussels.